Alors, notre forêt. Quand on compare la situation en 2010 avec la situation des années 60, on s'aperçoit qu'elle a beaucoup rajeuni, qu'elle est morcelée et qu'elle est simplifiée. Rajeunie, bien là, c'est les classes d'âge. Regardez simplement le deuxième groupe d'histogrammes et ça nous montre la quantité de résineux qui a diminué et les superficies en régénération qui ont augmenté avec le premier groupe d'histogrammes. Forêt morcelée. Bon, écoutez, ça, c'est un chantier de coupe qui est bien fait, qui respecte la loi. On a des îlots de forêt mature. C'est un peu morcelé. Et ça, c'est une situation qui est courante. Simplifier, là, on entre dans d'autres choses. Simplifier, bien, comme on l'a rajeuni, on ne laisse plus la forêt vieillir. Un arbre est mûr au sens de l'exploitation forestière après 80 à 100 ans. Mais la forêt naturelle, au Québec, elle pourrait facilement, écoutez, si on part de l'Abitibi, ça peut facilement aller jusqu'à 120 ans. Donc déjà, on a 20 ans de plus. Et sur la Côte-Nord, ça peut aller jusqu'à 500 ans. Alors, vous comprendrez bien que quand on laisse vieillir quelque chose jusqu'à 500 ans, c'est l'histoire que nous raconte la première ligne, bien, vous aboutissez à des états de vieille forêt, parce que pour nous, utilitaristes, la forêt est vieille à partir de 100 ans. Oui, mais si elle peut se rendre jusqu'à 300 ans, qu'est-ce qui arrive pendant les années subséquentes à la 100e année? Bien, la forêt, ce qu'on appelle des vieilles forêts, prennent plusieurs formes, et ces formes sont très riches en biodiversité. Et ces formes en forêt naturelle occupent, dépendamment des 14 provinces écologiques, entre 50 et 70 % du territoire en forêt naturelle. Dans la forêt aménagée, la vieille forêt occupe moins de 10 %. Donc, on a un problème de vieille forêt. Et c'est ce qui signifie que 150 ans d'exploitation forestière ont simplifié l'écosystème forestier. Et avec l'aménagement écosystémique, on veut essayer de montrer, de retrouver plus de vieilles forêts. Alors, quels sont les enjeux de la biodiversité en gestion forestière au Québec? Bien oui, les aires protégées. Et l'enjeu ici, c'est un enjeu de connaissance. Connaissance, oui, on veut en faire des témoins, mais qu'est-ce qu'on attend de ça, là? Est-ce qu'on fait des aires protégées pour des aires protégées? Il y a un enjeu de connaissance, un enjeu de processus écologique. Les aires protégées, la biodiversité, c'est très... Les gens qui disent « ça ne sert à rien, la biodiversité, c'est un empêchement ». Non, 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 non. C'est un indicateur qui nous permet d'aller chercher la contribution des forêts en termes de services écologiques, que ce soit la régulation hydrologique, les insectes pollinisateurs, la diversité des ressources autres que la matière ligneuse et qui pourraient contribuer à la diversification économique, l'ambiance paysagère, tout autant de services écologiques. Et là, je déborde un peu. Là. Je suis très sociologue en disant ça, là. Parce que service écologique, ça pourrait être spécifiquement un processus écologique. Les espèces vulnérables et menacées, bien ça, je l'ai dit, le grand enjeu, c'est, oui, bien OK, à part les vertébrés, là, c'est quoi notre problème? Sensibilité des espèces à l'aménagement forestier, qu'on le veuille ou non, dans le contexte actuel, avec le régime forestier actuel, il va y avoir sur une grande partie du territoire des interventions forestières. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces espèces vulnérables et menacées qui ne seront pas dans des aires protégées? On ne le sait pas. Gros problème de connaissance. Et cet aménagement écosystémique, bien, la grosse question, c'est, bien oui, on ne peut pas... Oui, si on est très patient, la vieille forêt va peut-être revenir, mais peut-être qu'on peut se contenter d'un écart acceptable entre 70 % de vieille forêt sur la Côte-Nord, puis à peine 30 % là où on a récolté. Elle est où la vérité là, qui nous permet de maintenir des attributs? De grosses questions à se poser. Mais pour moi, le véritable enjeu de la biodiversité dans le contexte du régime forestier, de la gestion forestière, c'est qu'on ne se pose pas assez de questions sur la place de l'humain. Il n'y a pas de connexion entre l'humain et la biodiversité dans notre problématique forestière. Pour réfléchir à ça,
j'introduis une notion dont je n'ai pas encore parlé, les Autochtones. Notre régime forestier a une grande ouverture d'esprit. On parle beaucoup d'Autochtones. On ne dit pas ce qu'on va faire, par exemple. On en parle beaucoup. Dans la loi sur les forêts, on en parlait à une place. Dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, il y a au moins 8 points d'entrée. Au moins 8 points d'entrée. Et c'est pas vraiment dit qu'est-ce qu'on attend des Autochtones, comment ça va marcher. Il y a plusieurs vœux qui sont exprimés, mais peut-être que si on réalisait, si on se posait la question sur qu'est-ce que ça veut dire Autochtone, on s'apercevrait qu'au premier chef, c'est pas nécessaire d'être un Autochtone inscrit au registre des Indiens du Canada pour se rendre compte que la pensée autochtone est inspirante dans la perspective de la biodiversité. Louis Hamelin, un auteur, un romancier québécois, d'ailleurs qui a sorti quelque chose il y a 15 jours, c'est dommage, j'ai oublié le titre, à l'occasion de la Journée de la Terre, il y a 2 ans, a été invité à définir le mot autochtone. Autos, soi-même, kton, terre. 2 mots grecs. Donc, autochtone, ça signifie être soi-même dans la terre, sur la terre. Donc, c'est pas ethnocentrique, ça, là. On est tous interpellés par ça. Il disait, une fois qu'on a compris les racines grecques du mot autochtone, ça peut signifier 2 choses. Si on y va avec le nom, hein, qu'est-ce que c'est qu'un autochtone? C'est un individu dont le système de valeurs relativise la place de l'humain dans l'ordre cosmique. Toute personne qui considère appartenir à la Terre plutôt que l'inverse est un autochtone. Si on s'en sert comme adjectif, qui s'identifie à la Terre, dont l'appartenance première a pour objet la Terre elle-même, plutôt qu'un pays, un État, une communauté. Et ma foi, les Autochtones, dans leur pensée traditionnelle, quoique je ne veux pas virer dans l'autochtonisme béat, pour comprendre la relation des Autochtones à leur territoire, ces définitions-là sont très intéressantes et nous aident à réaliser que pour intégrer la biodiversité dans notre régime forestier, dans le paquet de tuyaux que je vous ai présenté, si on avait l'œil autochtone, on aurait beaucoup plus de chances de succès. En fin de compte, oui, notre régime est prometteur parce qu'il va rajeunir l'intendance du territoire par le réengagement des communautés. Vous savez, quand nos ancêtres se sont arrachés le cœur à essoucher, à défricher, ils étaient responsables de leur coin de pays. Et avec le temps, on leur a enlevé ça. Notre régime forestier, non seulement va rajeunir les structures, on a un stock de tuyaux flambant neuf, mais ce stock de tuyaux veut réengager les communautés. Et réengager les communautés, pas seulement, là, étendez-vous, détendez-vous, expliquez-nous ce qui ne va pas, on va changer ça. Non, non, non. Il va y avoir transfert de responsabilité. Les parties prenantes qui demandent la Lune seront responsables de trouver la Lune. Ah, bien là, peut-être qu'on va trouver des terrains d'entente plus opérationnels. Peut-être que certains dialogues de sourds vont s'éteindre. J'ai confiance dans la nature humaine. Notre régime forestier, il veut aussi... on prend pour acquis qu'on va construire des bases de données élargies, qu'on va avoir une pensée intersectorielle. Déjà, dans la conception de la stratégie d'aménagement durable des forêts, du règlement sur l'aménagement durable des forêts, vous n'avez pas idée comment des fonctionnaires entre des services qui habituellement ne se parlent pas, là, ils ont été obligés de se parler. Mais ce n'est pas juste à l'intérieur du ministère des Ressources naturelles et de la faune, c'est aussi avec Développement durable, Environnement et Parcs, c'est aussi avec le Bureau du forestier en chef, c'est aussi avec le ministère des Affaires municipales. Et ça, c'est nouveau. Je suis un observateur depuis 30 ans de la politique publique au Québec et je n'ai jamais vu une démarche aussi impressionnante. Mais évidemment, tout ça, ça brasse du papier. Il va falloir que les acteurs terrains s'emparent de ça. Mais c'est très prometteur.
il va falloir investir en savoir, en savoir-faire, en leadership. C'est beau faire confiance aux communautés, mais les leaders, il va falloir les aider, leur donner des moyens. C'est beau d'avoir un charisme, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on va être là? Et miser sur la résilience des écosystèmes. Notre forêt québécoise, notre forêt boréale à la grandeur du monde, elle est profondément généreuse puis capable d'en prendre. Il y a des limites, mais il faut se sortir du discours catastrophisme qui a été un choc salutaire. Bon, je pense évidemment à l'aurore boréale, il y a 10 ans déjà, même un peu plus, février 1999. Je m'en souviens, le téléphone a commencé à sonner, puis il sonne encore. C'était un choc salutaire, mais là, il faut en revenir, là. Puis il n'y a rien de mal à couper un arbre. Si on se pose des questions sur qu'est-ce que va être la suite, si on se pose des questions sur comment couper l'arbre, si on se pose des questions sur qu'est-ce que je vais faire avec cet arbre, avec cette matière première, pour que ça contribue à enrichir le patrimoine, pour que ça contribue à régler des problèmes environnementaux et à procurer du bien-être. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas rien de mal à vivre et à vivre avec prospérité. Conclusion sur une métaphore. Les arbres et les vieux arbres jouent un rôle important dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, les fameux Ents. Et les fameux Ents, quand ils réalisent qu'on les utilise pour fabriquer une machine de guerre, se révoltent. Et Saruman et sa gang de sbires vont se faire zigouiller par les Ents. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Bien, ce que je veux en venir avec ça, c'est de réaliser que nous faisons partie de la nature et que de refuser de le reconnaître, c'est se condamner à disparaître. Ou comme disait, et ça, j'ai découvert ça cet après-midi, la vie est bien faite, David Suzuki, dans La Terre sacrée, dit « Notre expérience directe de la nature est limitée, tout comme notre lien affectif avec les milieux qui, en fin de compte, nous maintiennent en vie. Nous faisons partie de la nature. Comprenons bien ça, et on sera capable d'utiliser notre régime forestier pour améliorer la biodiversité et, ce faisant, améliorer notre qualité de vie, notre manière dont on habite le pays. Merci.